Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Ouidat Ketfi, je suis journaliste depuis un peu plus de 15 ans. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir sollicité pour ce magnifique projet, même si je vous avoue que c'est pas un projet qui est facile pour moi, parce qu'il faut que je vous raconte, faut que je vous parle de moi. Et je vous avoue que je préfère parler des autres, raconter les histoires des autres, c'est toujours plus facile, je pense, pour tout le monde. Il faut que je parle de moi de manière un peu intime. Donc c'est un exercice assez difficile, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie en tout cas de m'avoir sollicité et d'avoir accordé de l'importance à mon histoire personnelle. Alors pour répondre à vos questions, donc la première question c'était au sujet de l'itinéraire personnel et familial et de l'impact que ça avait sur mon regard sur la société. Alors évidemment que l'environnement où j'ai grandi, que la famille dans laquelle j'ai grandi, que mon histoire personnelle a eu un impact sur ma façon de voir et de comprendre le monde dans lequel on vit. Alors moi je suis issue enfin je suis héritière de l'histoire de l'immigration algérienne. Mes deux parents sont algériens, ma mère est algérienne née au Maroc et mon père est algérien né en Algérie à Guelma, donc qui est une ville qui a été meurtrie par un massacre en 1945. J'ai grandi dans le 93, en Seine-Saint-Denis, donc en Île-de-France, en France. Le département, l'un des départements les plus pauvres de France, avec tout un tas d'inégalités, mais des inégalités dont on ne se rend compte qu'après, quand on enquête dessus, pour ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'ai grandi quand même dans un environnement euh, que je n'avais pas forcément perçu comme hostile lorsque j'étais enfant, adolescente, mais que j'ai compris comme inégalitaire lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets en tant que journaliste ou étudiante. Et évidemment, ce qui a forgé un regard peut-être un peu euh, différent, c'est surtout les médias. C'est-à-dire que moi, je décide de devenir journaliste, non pas par amour du journalisme, pour être tout à fait honnête, mais plutôt euh, rancœur, comment dire, incompréhension de ce que les médias racontaient de moi, c'est-à-dire de ceux qui me ressemblaient, de ceux qui étaient issus des quartiers populaires comme moi, des femmes issues des quartiers populaires, mais aussi des hommes issus des quartiers populaires, des hommes et des femmes de confession musulmane. Et donc j'ai grandi dans ce sentiment d'une attaque permanente de mon identité par les médias. Et donc, lorsque je souhaite devenir journaliste, c'est pas du tout par amour du métier, au contraire. Je veux pas dire par haine, parce que ce serait peut-être un mot trop fort, mais en tout cas, avec cette volonté d'apporter une voix différente et de dire la vérité. C'est-à-dire que pour moi, les médias, lorsque je suis adolescente ou un peu plus âgée, même peut-être un peu plus jeune, j'ai l'impression que les médias mentent, les journalistes mentent sur ce que je suis. Euh, donc, je commence avec le Bondi Blog à l'époque, donc en 2007. Le Bondi Blog avait été créé en 2005, suite aux révoltes urbaines après la mort de Zied et Bouna, qui ont quand même marqué le territoire, en tout cas qui ont marqué la Seine-Saint-Denis et puis globalement le territoire français. Et la question des violences policières est une question qui m'a beaucoup forgée dans ma construction en tant que citoyenne et en tant que journaliste, pour avoir en fait non pas vécu, parce que en tant que femme, enfin, en tout cas moi, dans mon histoire personnelle, j'ai beaucoup moins vécu cette question des violences policières, parce que je n'en ai pas subi, mais en tant que témoin d'une injustice que subissent les personnes avec lesquelles on vit, que ce soit nos frères, que ce soit nos cousins, que ce soit nos pères, etc. Euh, donc mon histoire, évidemment, mon histoire personnelle, parce que là, vous voyez, je repars en vous parlant des autres. Mon histoire personnelle, en tout cas mon éducation, évidemment, a eu un impact sur dans mon regard sur la société,
Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes issues de l'immigration nord-africaine. On est quand même beaucoup éduqués dans la justesse et dans la justice, dans le besoin de dire la vérité euh, et de ne pas se laisser faire. Je peux vous raconter une anecdote, par exemple, qui est assez marquante parce que euh, les immigrés algériens ne sont pas forcément très euh, comment dire, très loquaces dans, dans le fait de raconter leur vie personnelle. Je sais que par exemple, moi, mes parents ne me racontaient pas forcément leur vie personnelle, leur trauma, enfin, d'ailleurs, ils ne les ont jamais racontés. Et c'est pendant l'écriture d'un documentaire que j'ai appris que mon père, lorsqu'il arrive en France, euh, son premier employeur lui demande de changer de prénom et de prendre un prénom français. Il refuse et il décide de porter plainte. Et donc, dans les années 70, fait condamner en fait cet employeur pour discrimination. Il fallait quand même un certain courage pour le faire dans ces années-là. Et je pense que ça devait être l'un des premiers à avoir fait condamner une entreprise pour discrimination à cette époque-là. Et du coup, évidemment que le fait d'avoir besoin de justice, de rechercher la justice, c'est pas tombé du ciel. Je pense que évidemment c'est issu de mon environnement familial et de la manière dont j'ai grandi aussi dans un environnement qui est quand même rempli d'injustice et d'inégalités qu'on constate au fur et à mesure où l'on grandit. Encore une fois, c'est vraiment quand on prend du recul et qu'on se rend compte des inégalités territoriales qu'on se dit quand même qu'on a réussi à, comment dire, à passer entre les mailles des filets, mais qu'on aimerait que tout le monde puisse avoir cette chance. Euh, Moi, par exemple, j'ai grandi euh, au collège, je n'avais pas de prof de français pendant 2 ans. Au lycée, je n'avais pas de prof d'espagnol. Enfin, je n'ai jamais eu de prof d'espagnol de ma vie. Des profs de mathématiques absents, etc. Donc, quand on se rend compte que ça, c'est pas la norme et que c'est finalement la norme d'un territoire où il y a une population plus populaire, issue de l'immigration, etc., là, on commence à comprendre les injustices euh, et on commence à avoir envie de les combattre. Donc évidemment, ça a forgé un regard particulier sur la société, le fait d'avoir grandi dans cet environnement-là. Pour la deuxième question, est-ce que le féminisme est un label pour moi? Alors c'est une excellente question. Parce que je me rends compte que je suis devenue féministe au fur et à mesure de ma rencontre avec le patriarcat, etc. Et que finalement, je ne l'étais pas forcément. Enfin, en tout cas, j'avais pas conscience de l'être lorsque j'étais plus jeune. J'ai même écrit une tribune à l'époque pour le 8 mars qui s'intitulait Ni féministe ni soumise. Donc, qui avait fait hurler les féministes à l'époque. Mais c'était une époque où je trouvais que le mouvement féministe français ne ressemblait pas, encore une fois, à mon identité, par exemple, ou à l'identité des femmes que je côtoyais. Par exemple, moi, j'étais au lycée dans les années 2000, et donc commençaient les débats autour du voile, et du voile à l'école, les interdictions, etc., même si la loi n'avait pas encore été votée. Et je trouvais que les féministes tournaient, enfin comment dire, le mouvement féministe n'était pas assez inclusif à ce moment-là et qui ne défendait pas assez les droits des femmes, de toutes les femmes, à porter ce qu'elles veulent, à exprimer leur religion si elles le veulent. Et du coup, je ne me sentais pas du tout en adéquation avec les valeurs du féminisme à ce moment-là, en tout cas du féminisme tel qu'il était raconté en France à ce moment-là. Et donc dans cet article, j'écris que non, je ne suis pas du tout féministe, en tout cas pas comme vous voudriez qu'on le soit, c'est-à-dire en laissant de côté nos amis, nos sœurs, nos mères qui porteraient un foulard. Et du coup, ce combat
contre l'islamophobie qui vise les femmes musulmanes visibles, même si moi je ne suis pas une femme musulmane visible, puisque je ne porte pas le foulard, et bien il commence un peu à ce moment-là, donc quand je suis au lycée, et que je vois en fait les dégâts de cette exclusion sur mes amis par exemple, qui portent le voile. J'avais notamment une amie lorsque j'étais au lycée qui voulait devenir médecin, donc elle était en S. C'est important ce détail parce que à l'époque, le débat tournait autour des cours de sciences. C'est-à-dire qu'on prétendait, je me souviens très bien, les médias prétendaient que les femmes, les jeunes filles qui portaient le voile n'avaient pas le droit d'aller en cours de sciences, en cours de biologie, parce que voilà, il y avait des corps nus, etc. Dans les livres, ce qui était totalement faux. Et moi, j'avais ce contre-exemple qui était vraiment une amie très proche et qui, elle, avait été en bac S, option biologie, pour être médecin, et donc être confrontée à des corps nus très régulièrement. Et j'avais vraiment cet exemple concret et cet exemple de médias qui racontaient n'importe quoi. Et vraiment, ça me mettait en colère. Ça me mettait très très en colère. Et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux comme ça existe aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment cette absence de défense de ces femmes-là par les mouvements féministes de l'époque m'a beaucoup heurtée et du coup m'a empêchée, si vous voulez, de me sentir féministe. Et au fur et à mesure, en fait, aussi de l'ouverture de ces mouvements-là, qui aujourd'hui, sur cette question du voile, pour la plupart, sont assez clairs et assez inclusifs. Le fait d'avoir rencontré, en fait, comme je disais au début, le patriarcat, les inégalités entre les femmes et les hommes, le fait aussi, moi, de me retrouver dans un milieu professionnel où je sais très bien que parce que je suis une femme, on va moins m'écouter. Lorsque je dis des choses, on va moins me prendre au sérieux. Parfois, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, même si vous voyez j'ai des cheveux blancs, ce n'est pas forcément lié à l'âge, mais c'est très clairement lié à mon identité de femme. Et plus, alors là, probablement parce que je suis plus consciente, parce que concernée par ces inégalités-là, je deviens de plus en plus féministe. Mais je ne veux pas être une féministe qui laisserait sur le carreau ou qui ne comprendrait que le monde que d'une manière genrée et qui laisserait sur le carreau des personnes qui subissent des inégalités, notamment dans les quartiers populaires, où nous, on grandit avec quand même un monde qui est extrêmement hostile vis-à-vis des hommes non blancs et un peu plus ouvert vis-à-vis des femmes non blanches. Moi, c'est comme ça que je grandis, c'est-à-dire que à choisir entre un jeune issu des quartiers populaires ou moi dans un emploi, je sais que j'aurai le privilège d'être favorisée parce que je suis une femme maghrébine au détriment d'un homme maghrébin. Et donc la compréhension des inégalités lorsqu'on est issu des quartiers populaires, qu'on est une femme nord-africaine, je trouve qu'elle est un peu plus compliquée. Et je suis aujourd'hui profondément féministe, mais je ne laisserai jamais sur le carreau les hommes de ma communauté ou les hommes qui subissent des inégalités, qui parfois peuvent être plus graves que celles que je subis moi. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur le label de féminisme. Et je passe à la troisième question.